Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des mouvements circulaires et plus spécifiquement les mouvements circulaires uniformes. Dans cette partie, tu comprendras ce qu'est un mouvement circulaire uniforme et comment peut-on établir les équations du mouvement circulaire uniforme. Et ensuite, tu pourras trouver les équations caractéristiques du mouvement, c'est-à-dire les équations horaires en fonction de x et de y. Et en plus, tu parleras de la notion de l'accélération. On parlera ici de la période et de la fréquence du mouvement. Il faut d'abord comprendre qu'on appelle un mouvement circulaire le mouvement d'un mobile sur un cercle. Si un mobile décrit un cercle, si sa trajectoire est un cercle, on parle de mouvement circulaire. Maintenant, ce mouvement circulaire peut être uniforme et varié. Donc, l'uniformité ou la variété du mouvement circulaire dépendra de l'état de la vitesse. Pour la partie qui est compatible avec le programme déterminal, nous allons voir spécifiquement les mouvements circulaires uniformes. Par définition, on appelle mouvement circulaire uniforme lorsqu'un mobile décrit un cercle, donc lorsque sa trajectoire est un cercle, et que la norme de son vecteur vitesse soit constante. Vous voyez, il faut que la norme ou la valeur du vecteur vitesse soit constante. Et en plus, il faut que le mobile se déplace sur un cercle pour dire qu'il effectue un mouvement circulaire uniforme. Cependant, il reste à savoir que dans un mouvement circulaire uniforme, le vecteur vitesse n'est pas constant. Vous voyez? Pourquoi le vecteur vitesse n'est pas constant? Le vecteur vitesse n'est pas constant parce que quand le mobile tourne, soit vous allez voir la vitesse monte, ou la vitesse va à gauche, ou la vitesse descend, ou la vitesse va à droite. Donc, la vitesse change de sens et de direction à chaque instant. Comme ça change de sens et de direction à chaque instant, donc le vecteur vitesse n'est pas constant. Et le repère de choix sera le repère de Freinet. Mais à cause des équations horaires, nous prendrons aussi le repère cartésien. Dans les équations caractéristiques d'un mouvement circulaire uniforme, il faut ressortir les deux grandeurs. Les grandeurs angulaires dues à l'angle et les grandeurs linéaires dues à l'arc de cercle décrit par le mobile. Et du coup, au niveau des grandeurs angulaires, la première équation que vous devez connaître, c'est l'abscisse angulaire. C'est l'angle θ formé ou l'angle balayé par le mobile au cours de son mouvement. On appelle ça abscisse angulaire. Donc, on va prendre ici le plan OM0, OM ou encore OAOM, où le mobile va décrire son mouvement. Nous allons voir sur ce schéma. Sur le schéma, nous voyons bien que A est l'origine des espaces, MO est le point de départ du mobile. Le point de départ O, M0, par rapport à OA, il y a l'angle θ0. Tandis que OM0, il y a oméga dt. Donc, de OA, OM, on a ici l'angle θ dt. De telle sorte que θ dt égale à oméga t plus θ0. Donc, on peut voir donc l'abscisse angulaire comme suit. Θ égale à oméga t plus θ0. L'abscisse angulaire s'exprime en radian. Cependant, si le mobile va tourner plusieurs fois, on peut dire que l'abscisse angulaire égale à 2 fois le nombre de tours. Pourquoi? Parce que si le mobile tourne une fois, c'est un tour. Donc, s'il tourne une fois, c'est un tour. Et un tour égale à 2 pi radian, c'est-à-dire 360 degrés. Donc, s'il tourne n fois, ça sera n fois 2 pi n. C'est aussi l'abscisse angulaire. Donc, les deux équations sont compatibles. Et, connaissant l'abscisse angulaire, la deuxième grandeur angulaire que nous devons connaître, c'est la vitesse angulaire. La vitesse angulaire, par définition, c'est la dérivée de l'abscisse angulaire par rapport au temps. De façon littérale, on dit c'est l'angle balayé par unité de temps. Ça veut dire par seconde. C'est pourquoi on dit en radian par seconde. Connaissant la période, la fréquence, la vitesse linéaire, la vitesse angulaire, pour avoir beaucoup d'expressions.
pouvez voir donc à ce niveau, en connaissance de la vitesse linéaire, de la période et de la fréquence, on peut dire que oméga égale à V sur R, V est la vitesse linéaire, R est le rayon, soit oméga égale à 2pi sur T, donc 2pi T c'est la période, ou oméga égale à 2pi N, où N est la fréquence du mouvement. Les grandeurs curvilignes ou grandeurs linéaires sont l'abscisse curviligne. On appelle abscisse curviligne l'arc de cercle l'arc de cercle décrit par le mobile au cours de son mouvement. En prenant A comme l'origine des espaces jusqu'à M, l'arc AM, le déplacement d'arc sur le cercle est appelé abscisse angulaire. C'est ça qui est là, l'arc AM égale à VT plus S0. S0, ça sera AM0. C'est l'abscisse angulaire initiale, c'est-à-dire c'est la position qui sépare le mobile de l'origine des espaces à l'instant t égale à 0. AM0 égale à S0. Comme le mouvement se fait de façon uniforme, c'est pourquoi on dit VT plus S0. Alors, par analogie, les grandeurs linéaires sont égales aux grandeurs rectilignes. Très bien. En connaissance donc de l'abscisse angulaire qu'on avait vu, θ, il y a une relation entre l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire. C'est que l'abscisse curviligne égale au rayon fois l'abscisse angulaire exprimé en mètres. Ensuite, la vitesse linéaire, c'est l'arc de cercle décrit par unité de temps. Ça s'exprime en mètres par seconde. Donc, on peut faire une petite démonstration. On sait bien que la vitesse linéaire ou curviligne, c'est la dérivée de l'abscisse curviligne par rapport au temps. Mais on avait dit que S égale à R fois θ. Mais comme R est une constante, ça sort. Donc, on aura R dérivé de θ. Mais rappelez-vous, dérivée de θ par rapport au temps égale à oméga. Donc, V égale à R oméga. Donc, c'est l'expression de base de la vitesse linéaire. À part ça, nous pouvons remplacer oméga par 2pi sur T. Dans ce cas, on aura V égale à R oméga égale à 2pi sur T fois R. Mais aussi, comme on sait bien que oméga égale à 2pi fois N, donc on aura 2pi N, mais fois R aussi. Ça, c'est la vitesse linéaire. Alors, on va déterminer les coordonnées du mobile dans le repère cartésien. Alors, on remarque très bien le triangle qui est là. Vous voyez, le point M se trouve ici à une date quelconque. Quand on projette sur l'axe des X, on a XT. Sur l'axe des Y, on a Y de T. Vous voyez, non? Donc, vous remarquez OX de T. L'angle, c'est θ. θ est là et ce côté OA, c'est le côté adjacent. Donc, OX de T se trouve sur l'axe des côtés adjacents. C'est le côté adjacent. Alors que Y de T, c'est le côté opposé. Donc, pour le côté adjacent, je vais appliquer sinus de θ de T. Pardon, pour le côté adjacent, j'applique cos de θ de T et le côté opposé, j'applique sinus. C'est pourquoi je reviens ici. Je dis cos de θ égale à x sur norme OM, parce que OM c'est l'hypoténuse. Sinus c'est y sur norme de OM. Donc je peux faire le produit des moyens et des extrêmes à ce niveau. Quand je tire les deux équations, ça va OM par là, derrière sinus et cos, je trouve cette expression. Donc, je tire x de t égale à OM fois cos de θ. Y de t égale à OM sinus. Mais je sais bien que OM égale au rayon de la trajectoire et que θ égale à oméga t plus θ0. Je peux remplacer les deux à ce niveau. Je vais trouver donc les équations horaires du mouvement. Connaissant ces équations, comme vous le savez, on peut déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire. Nous remarquons pour déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire, il faut d'abord remarquer pourquoi on va passer par la méthode trigonométrique, parce que dans les équations données, j'ai cos et sinus. Maintenant, je remarque, est-ce que les angles au sommet sont les mêmes? Oui, les angles au sommet sont les mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a oméga t plus θ0, oméga t plus θ0, c'est la même chose. Est-ce que le coefficient qui affecte cos et sinus, c'est la même chose? Oui, c'est le rayon, c'est le rayon. Donc, on peut changer. Mais si c'est la même chose ici et une même valeur derrière, cos et sinus, dans ce cas, on applique la relation fondamentale de la trigonométrie à chercher. Dans ce cas, nous essayerons donc d'élever au carré membre à membre x. R s'élève au carré, cos s'élève au carré, mais la fonction ne s'élève pas au carré. On fait la somme membre à membre. Quand on dit x carré plus y carré, on peut mettre r carré en facteur.
on aura R carré, crochet, cos carré plus sinus carré. Mais cos carré plus sinus carré égale à 1. Donc ça va rester R carré. C'est pourquoi on a trouvé R carré. Donc je dis, la trajectoire de M est bien un cercle de centre O de coordonnées 0, 0 confondu au repère OIJ. Ça veut dire, le centre du cercle, c'est l'origine du repère. Et le rayon maintenant, c'est R qui sera exprimé en mètres. Connaissant les équations horaires précédentes, on peut trouver le vecteur vitesse et sa norme. Donc, on revient sur les paramètres cinématiques. Si tu n'as pas encore vu les cours sur les paramètres cinématiques, je te conseille vivement de suivre. Tu vas bien voir les détails. Donc, on peut trouver le vecteur vitesse Vx plus Vy. On a donc Vx dérivé de x par rapport au temps. On prend R cos oméga t plus θ 0, mais on sait bien que le dérivé de cos égale à moins sinus et que cos de U égale à U dérivé cos sinus de U. Donc ici, R va rester, c'est une constante. Je dérive ça, ça sera oméga. Et dérivé de cos égale à moins sinus, donc le moins sort, on a R, le oméga qui provient de la dérivée, maintenant je mets sinus. On peut faire aussi pour Vy. Pour Vy, on aura dérivée de y par rapport au temps égale à dérivée sinus. Mais dérivée de sinus égale à cos, on dérive la partie là, ça va rester oméga. Dérivée de θ 0 égale à 0, ça va sortir. On va dire donc V égale à Vxi plus Vyj. Mais vous remarquez que là-bas, Vx était affecté du signe moins, parce que c'était dérivé de cos. Et Vy dérivé du signe plus. Donc à ce niveau, il y a une erreur à corriger. C'est plutôt moins cos de oméga t plus sinus de oméga t. Ou si on veut, on pouvait mettre moins un facteur. Donc moins R oméga fois cos de oméga t moins sinus. Donc il faut rectifier ça. C'est très bien de suivre ensemble. Après la norme, il faut élever les éléments au carré. Tu élèves ça au carré ici. Tu peux même développer. Tu peux prendre ça au carré et l'autre au carré. Le moins qui est là-bas, ça va partir. Ça sera donc ça au carré. On met ça en évidence. On aura cos sinus. Cos sinus, c'est 1. Donc, on aura R carré. Oméga carré, ça va sortir. On aura R oméga. Vous voyez, on retrouve la valeur précédente. On retrouve les mêmes résultats. Qu'est-ce que nous remarquons? La vitesse est constante. Et en plus, la trajectoire est un cercle, n'est-ce pas? Donc, le mouvement est bel et bien circulaire uniforme. On peut chercher le vecteur accélération et son expression en disant donc ici que le vecteur accélération AXI, AYJ, on prend AX dérivé de VX, mais VX c'était moins R oméga sinus, dérivé de sinus égale à cos. Donc, il n'y a pas moins. Donc, le moins qui est là reste. Mais en dérivant, on va dériver encore ici oméga avec oméga qui est là, ça devient oméga carré. On fait la même chose. Dérivé de cos égale à moins sinus, on aura oméga carré. Là, on prend A égale à ça. Maintenant, ici, on peut bien écrire. On remarque qu'on a moins R oméga. Si on veut, on met moins R oméga en facteur. Ou si on veut, on met moins oméga en facteur. Ça dépendra donc de nous, de ce qu'on peut faire. Donc ici, moi, je mets moins R oméga en facteur. Je dis cos et sinus. C'est joli à voir. Et si on me demande la norme, j'élève seulement la partie là au carré. Ça, ce sera la relation fondamentale de la trigonométrie. Je saute, je vais trouver R fois oméga carré. Je saute directement dans la base de Fresnel pour chercher l'accélération. L'accélération a deux composantes, A tangentielle et A normale. A tangentielle, par définition, vous allez voir dans les paramètres cinématiques du mouvement, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, alors que A normal, c'est V carré sur R. Et du coup, nous pouvons donc voir ici que la vitesse étant constante, alors A tangentielle est nul. Ce qui veut dire que A va se résumer à A normal égale à V carré sur R. On peut interpréter, on peut donc dire, dans un mouvement circulaire uniforme, l'accélération sera normale, parce que c'est situé sur la normale, et centripète parce que c'est dirigé vers le centre de la trajectoire. Donc la norme égale à A normal égale à V carré sur R. Et V égale à R oméga. R carré oméga carré avec le R, ça sera R oméga carré. On retrouve la même valeur qu'en haut. On peut voir la représentation. Cependant, ce vecteur accélération, on peut dire de montrer que le vecteur accélération est collinéaire et de sens opposé au vecteur position. D'abord, quand dit-on que deux vecteurs sont collinéaires,
de façon simple à définir, c'est quand les deux vecteurs sont situés sur la même droite, parallèles et confondus sur la même droite. Maintenant, s'ils sont sur la même droite, leurs longueurs peuvent différer. L'autre peut être plus long que l'autre. Vous voyez? Et du coup, quand ils sont de sens opposés, le coefficient qui affecte leur différence de longueur est affecté négativement. Du coup, on dit U est collinéaire et de sens opposé à V si et seulement si U est d'abord supérieur à V, mais dans l'autre sens, supérieur à K. Par exemple, on peut dire U égale à 4I et V égale à 2I. Ça veut dire que U égale à 2 fois V. Pourquoi? Parce que U égale à 4I et V égale à 2I. Donc, si U égale à 2V, c'est que V égale à 2I, c'est que 2 fois 2 égale à 4I. C'est la même chose. Cependant, si U égale à moins 4I et V égale à 2I, c'est que U égale à moins 2 fois V. Pourquoi? Parce que V égale à 2I et moins 2 fois 2I égale à moins 4I. Donc, moins 2 là, c'est la valeur de K. C'est pourquoi K est une constante. Et si vous voyez cette différence, on dit U et V sont collinéaires mais de sens opposés. Alors, pour montrer cela avec le vecteur accélération et le vecteur position, c'est simple. Il faut d'abord définir le vecteur position x et y, j. Tu remplaces x et y, tu gardes. Tu définis le vecteur accélération. Le vecteur accélération, on avait dit égal à moins r oméga fois cos et sinus. Tu mets moins oméga seulement en évidence, tu fais rentrer r. Tu auras r cos, r sinus, ça devient OM. Donc tu auras un vecteur égal à moins oméga carré fois OM. Du coup, le coefficient c'est oméga parce que dans un mouvement circulaire uniforme, la vitesse angulaire est constante. Si elle est élevée au carré et c'est affecté du signe moins entre A et OM, donc on dit le vecteur d'accélération est donc à chaque instant collinéaire et de sens opposé à OM ou bien au vecteur position. Vous pouvez voir donc la représentation. Dans cette représentation, vous verrez à chaque instant que le vecteur accélération est dirigé de M à O, le vecteur position est dirigé de O à M. Donc les deux sont de sens opposé. Mais comme les deux sont situés sur la même droite, donc les deux sont collinéaires. C'est clair. Mais vous remarquez donc à chaque instant, la vitesse linéaire est toujours tangente à la trajectoire et l'accélération, on avait dit précédemment, elle est normale et centripète. Donc l'accélération et la vitesse sont encore orthogonales. Et du coup, les deux ayant un support perpendiculaire, on peut montrer dans les calculs que le produit scalaire de A fois V égale à 0. Vous voyez? Donc, vous pouvez voir là, à ce niveau et ici. Nous parlerons donc ici de la période et de la fréquence du mouvement. La période et la fréquence du mouvement. La période, on appelle période le temps mis par un mobile pour effectuer un tour complet. Et on sait bien que l'abscisse angulaire, c'est oméga t plus θ 0. On peut envoyer θ 0 par là. On aura θ moins θ 0 égale à oméga t. Mais pour un tour, l'angle balayé θ moins θ 0, c'est la variation égale à 2π. Et le temps mis pour effectuer un tour, c'est la période. Donc, on pose que le temps est égal à la période et l'angle balayé égale à 2π. On va trouver 2π égale à oméga t. On dit t égale à 2π sur oméga. C'est simple. Tu peux démontrer aussi à partir de l'expression de l'abscisse Clively. Je laisse à votre portée. Vous allez taper ça. Et aussi, il faut connaître la fréquence. La fréquence d'abord, c'est le nombre de tours effectués par unité de temps. Ça, c'est la définition. Donc, l'unité vraie de la fréquence, c'est un tour par seconde. Mais on peut attribuer le nom du savant qui a beaucoup travaillé, M. Hertz. Donc, pour plusieurs tours, la formule vraie de la fréquence, c'est le nombre de tours sur le temps mis. C'est pourquoi on dit tour par seconde. Maintenant, pour un tour, n égale à 1 et le temps mis devient la période. C'est pourquoi on dit la fréquence égale à l'inverse de la période. Donc, la définition de la fréquence égale à l'inverse de la période, elle est restreinte. Mais comme la période égale à 2π sur oméga, on peut également remplacer t par son expression, on aura oméga sur 2π. Alors, il faut connaître un mouvement circulaire, les unités des grandeurs et les techniques de conversion, c'est extrêmement important. Nous allons voir donc à ce niveau que l'abscisse angulaire ainsi que sa valeur initiale seront en radians,
la vitesse angulaire en radians par seconde, tout comme le temps en secondes, l'abscisse cuvique et sa valeur initiale en mètres, la vitesse linéaire en mètres par seconde. Le nombre de tours restera en tours, l'accélération en mètres par seconde carré, la période en secondes, la fréquence en hertz ou en tours par seconde et le rayon de la trajectoire en mètres. Maintenant, si la vitesse angulaire est exprimée en tours par minute, vous pouvez convertir en radians par seconde. Par exemple, donc il faut remplacer tour. Un tour égale à combien? Un tour égale à 2 pi radians. Une minute égale à combien de secondes? 60 secondes. 2 pi sur 60 égale à pi sur 30. Donc, A qui est là, c'est la valeur exprimée en tours par seconde. Ça sera A fois pi sur 30 radians par seconde. Exemple, si la vitesse angulaire égale à 1500 tours par minute, j'aurai 1500 multiplié par pi sur 30 et je peux convertir. Cependant, si l'angle donné, l'abscisse angulaire est en degrés, pour convertir en radians, c'est simple. Je prends A en degrés, je multiplie par pi et je divise par 180. Je vais trouver en radians. Cependant, si θ est en radians et je veux ramener en degrés, j'aurai A fois 180 divisé par pi, j'aurai en degrés. Ça, c'est uniquement si l'angle est isolé. Mais si l'angle est affecté de la fonction cosinus ou sinus, dans ce cas, il faut regarder l'une de mes vidéos dans laquelle je vous ai dit comment calculer les angles sans la machine. On vous donne par exemple cos, tu calcules, tu trouves cos de alpha égale à 0,63. Maintenant, alpha égale à quoi? Là, maintenant, c'est pas par ça là, on utilise la machine. Mais il y a une formule que j'ai appliquée dans ma vidéo. Je te recommande fortement de chercher et de regarder cette vidéo, ça va beaucoup t'arranger. Et maintenant, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, il faut t'abonner à ma chaîne. Laisse la vidéo là en favori. Il faut mettre dans les playlists pour écouter plus tard. Ensuite, il faut recommander ma chaîne à ceux qui ne me connaissent pas pour qu'ils puissent découvrir et apprendre davantage les sciences physiques. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.